Quand Cheryl décide de quitter le Minnesota, sa vie ne tient plus qu'à un fil. Dépressive, accro à l'héroïne, elle essaie de faire le deuil de sa mère morte d'un cancer. Dans une quête de sens et dans l'espoir d'une guérison, elle décide de parcourir 1700 km à pied sur le Pacific Crest Trail. Son histoire, Cheryl Strayed la raconte dans son best-seller Wild, adapté au cinéma avec Reese Witherspoon. Pour Gabrielle, c'est autre chose qui l'amène à se retirer dans l'immensité canadienne, trop de bruit en ville, trop d'emails, trop de travail. Dans sa cabane en bordure de forêt, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de réseau. Gabrielle va vite se retrouver seule au monde, en plein hiver. Vous écoutez Transfert, épisode 345, un témoignage recueilli par Jeanne-Marie Desnos. Je grandis à Montréal, dans le quartier du plateau Mont-Royal, avant que ça devienne un peu huppé, on va dire. Mon père, c'est un réfugié de la Deuxième Guerre mondiale, donc sa famille et lui sont venus s'installer au Canada. C'était vraiment comme une possibilité de refaire leur vie dans un pays paisible. Ma mère, pareil, elle vient d'un milieu très pauvre, dans le secteur minier. Le fait de s'installer tous les deux à Montréal, c'était comme la réussite, c'était comme la possibilité que leur fille les dépasse. Les fins de semaine, on a la chance d'aller au chalet. C'est une petite maison au bord du lac Selby, dans les cantons de l'Est. À l'arrière, il y a une forêt encore sauvage, où est-ce que je vais jouer avec ma petite sœur, construire des cabanes, des tipis, on va dire, plutôt. C'est mon premier contact avec le silence. Je suis une fille très timide à l'école. Je suis refermée sur moi-même. Je lis beaucoup, je dessine dans mes carnets. Mais quand je suis en forêt, c'est comme si je peux enfin respirer, découvrir le monde. Il y a de l'espace. C'est vraiment un refuge. Au Québec, vers l'âge de 15-16 ans, il faut choisir nos études collégiales, universitaires. Alors moi, mon rêve, c'est d'écrire, de dessiner, mais on me dit que c'est impossible de vivre de sa plume au Québec, puis que je devrais faire des études un peu plus utilitaires. Alors je décide de me diriger vers la traduction. Et rapidement, je décroche un stage en traduction juridique et je commence à travailler dans un cabinet. On me donne un grand bureau avec une fenêtre. Je suis toute jeune, je me trouve vraiment chanceuse. Mes journées se ressemblent toutes. Je me lève avant les autres humains, vers 5 heures, dès que le soleil se lève, en fait, puis je pars à pied vers mon travail. Ça me prend à peu près 1 heure de marche le long du boulevard Saint-Joseph. J'ai quelques kilomètres à faire à Montréal, mais comme ça, j'arrive avant tout le monde au bureau. On est payé au mot, donc je travaille, je traduis des milliers de mots par jour en espérant économiser pour un jour partir vivre à la campagne, peut-être à ma retraite, quand j'aurai 50 ans, 60 ans. Et donc, je travaille des 12 heures par jour pour rentrer après le trafic, donc après la vague de monde, parce que j'ai beaucoup de difficultés à me retrouver dans un autobus bondé, dans un métro sous terre. J'y arrive pas. Je préfère marcher quand il fait frais et calme. Les fins de semaine, je prends des contrats pour des maisons d'édition, des journalistes, je dactylographie des entrevues, je corrige des fautes dans des livres de recettes, je prends tout et n'importe quoi. C'est un peu ma façon de combattre l'absurdité de mon quotidien. C'est-à-dire que je sacrifie ma jeunesse, les meilleures années de ma vie, pour pouvoir m'enfuir éventuellement. Donc, chaque jour compte, chaque mot compte. Une façon de, on va dire, combattre mon ennui ou la tristesse de vivre en ville, eh bien, je suis des cours d'arboristerie à distance. Je participe à toutes sortes de missions de cueillette de plantes. En 2012, ce sont les grèves étudiantes. C'est aussi une des grandes canicules qu'on a vécues à Montréal. Puis alors, je me retrouve dans un environnement vraiment bouillant, où j'ai des migraines parce que j'ai trop chaud. Dehors, ça crie, ça hurle. Et moi, je suis épuisée. J'ai des absences devant mon ordinateur. J'ai l'impression que le temps passe très vite ou très lentement. J'ai envie de pleurer.
Puis pourtant, tout va bien. J'ai un bon job, j'ai un appartement, j'ai un amoureux, j'ai tout ce qu'il faut pour survivre, mais ma vie n'a aucun sens. Je me dis: «Ben, je vais prendre une semaine pour aller au bord de la mer ou aller en vacances quelque part où il va y avoir, plus d'oxygène et de silence». Mais j'ai pas envie d'aller très loin, à l'autre bout du monde parce que, bon, je veux pas dépenser, cet argent si durement gagné. Et alors me vient en tête le mot Kamouraska. C'est un roman que j'ai lu d'Anne Hébert quand j'étais au secondaire. C'est une très belle histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire de grand froid. Kamouraska, c'est à peu près à 1h30 de Québec, vers la Gaspésie, donc le long de la 132, qui est cette route qui longe le fleuve Saint-Laurent, là, sur la rive sud. J'arrive à Kamouraska, puis mon port d'attache, c'est le jardin d'une copine à moi qui vient de déménager là-bas avec son jeune bébé. Moi, j'amène tout mon équipement de camping, puis je monte ma tente, puis je suis trop contente parce que dès mon arrivée, ça sent l'air salin, on sent le varech, vraiment les algues, la mer, je me sens déjà mieux. Tous les jours, on va en bord de mer. Moi, je vois les maisons, l'architecture française, toute coquette, les maisons colorées avec les toits en forme de coque de bateau. On va se baigner au parc des 7 Chutes. Alors, il y a des cascades. Je vois les couchers de soleil le soir qui sont absolument flamboyants avec, en arrière-plan, le fleuve Saint-Laurent, les îles où est-ce qu'il y a toutes sortes d'oiseaux de mer extraordinaires, même des pingouins, des cormorans, il y a des baleines. Je suis complètement éblouie par, la beauté de cette région que je connaissais pas du tout. Je sens aussitôt comme un sentiment de familiarité ou d'attachement avec ce village que je visite pourtant pour la première fois. Au bout d'une semaine, j'appelle mon patron en disant: «J'aimerais allonger un peu mes vacances». En fait, ça dure 5 semaines ce manège parce que je gagne tout le temps un peu plus de temps. Puis, plus je passe de temps dans le Kamouraska, plus c'est évident pour moi que, la bonne décision, ce n'est pas de revenir à Montréal. Je me mets à regarder s'il y a pas une maison à louer ou un appartement, puis, il y a pas grand-chose, mais il y a un camp de bûcherons abandonné à vendre à quelques kilomètres du fleuve. Puis je décide d'aller visiter, avant de contacter les propriétaires, juste aller voir, de quoi ça a l'air. Je me stationne, au bord du rang et je pars à pied. Et alors, c'est un grand sentier d'1 kilomètre en ligne droite, bordé, serré par des épinettes toutes droites, qui s'ouvre sur une prairie fleurie, la rivière avec une plage et une pointe de sable criblée d'empreintes d'animaux. Puis il y a la cabane, un ancien camp de bûcherons qui paye pas de mine, comme on dit chez nous, tu sais, qui a l'air de pas grand-chose. Je regarde à travers les fenêtres, très poussiéreuses, puis je me dis: «Ce serait possible de vivre ici». Ma cabane, elle est très rudimentaire. Elle a pas d'eau courante, pas d'électricité et même quand j'essaie d'appeler mon ami pour lui dire à quel point c'est beau puis que j'ai envie d'essayer de l'acheter, mais j'arrive pas à l'appeler parce qu'il y a pas de réseau cellulaire non plus, mais pas du tout. Puis ça me fait rire. Moi, j'ai un grand rire. Je me dis: «Mais je vais être super bien ici. C'est la cachette idéale». Je fais une offre sur la cabane. Il y a plusieurs personnes qui veulent l'acheter. Comme par magie, c'est la mienne qui est acceptée. J'y vois comme un coup du destin, puis, je retourne rapidement à Montréal, je mets tous mes essentiels dans ma voiture, j'affiche mon appartement, je vends mes électroménagers, je me débarrasse de tout ce qui est électronique. J'achète des poches de riz, des épices, du thé, toutes sortes de choses qui se conservent, sans réfrigérateur. Et j'attends la dernière minute avant d'en informer ma famille, évidemment, parce que je sais très bien qu'est-ce qu'ils vont dire. Ma famille fait tout pour me mettre des bâtons dans les roues, en fait. Ils m'avaient toujours dit: «Un jour, si tu as besoin de t'acheter un condo ou une maison, on va t'aider, on va co-signer». Puis ils refusent de co-signer, même si c'est un tout petit montant, la cabane est à vendre pour un prix complètement ridicule. Alors j'ai de la colère aussi parce que je me rends compte que c'est toute une vie aussi où moi j'ai dû mettre de côté mes rêves, mes passions pour en fait vivre le rêve de mes parents.
Et bon, je rentre dans le bureau aussi de mon patron et je lui explique, ma décision. Mais lui, évidemment, il est consterné. Il en profite, en fait, pour m'offrir une promotion. Moi, je me dis: «Mais à quoi bon gagner 100 000 par année si tu es malheureux?» Alors mon employeur, qui ne veut pas me perdre, me dit: «Mais si jamais tu trouves accès à internet quelque part dans le village, dans un bureau, mais sache que je pourrais t'envoyer des textes. C'est certain qu'éventuellement, je vais avoir besoin de sous pour payer le reste de la cabane.» Alors j'accepte son offre. Je pars avec la musique dans le tapis, les fenêtres baissées, les essentiels de ma vie dans la voiture, puis je roule, vers cette cabane pleine de souris. J'arrive en plein été, fin juillet. Je me dis: «Je vais rester jusqu'à temps que je me sente mieux ou que j'ai une idée ou que je...» C'est spécial, je le vois comme le plus grand voyage de ma vie parce que vraiment je pars comme en voyage, comme si j'étais en pack-sac, mais il y a pas de durée et évidemment, tout le monde pense que je vais rentrer avant l'hiver. Je passe les premières journées de grande chaleur cachée à l'intérieur à soigner mes plaies. J'étais entourée de dessins de moustiques, donc que je me gratte. Puis, tu sais, j'ai les odeurs aussi de la ville, les savons. Alors, il faut apprendre à porter des manches longues, utiliser des savons à base de conifères, à base de lavande ou de citronnelle pour éloigner les insectes. Alors, c'est vraiment un changement de peau. La cabane est grande comme une chambre. C'est à peu près 20 pieds par 10 pieds. Pas très grand. À l'intérieur, il y a 2 grandes fenêtres qui donnent sur la rivière. Puis je ris parce que c'est comme 2 grands yeux ouverts ou 2 écrans géants. Je vois la pointe de sable où les animaux descendent pour boire à la rivière, puis je vois aussi l'orée du bois, là où le sentier commence pour aller vers la civilisation. Le long des fenêtres, il y a des crottes de souris, il y a des coccinelles mortes, il y a de l'eau aussi qui s'accumule parce que le toit est fini, puis à chaque fois qu'il pleut, l'eau rentre. Alors j'installe, des tasses, des verres un peu partout, puis, quand il pleut, ça fait un espèce de carillon de «prourou, prourou, prourou». À l'intérieur, il y a un vieux poêle à bois, c'est une grande plaque de fonte. C'est pas très efficace pour le chauffage, mais pour faire à manger, c'est merveilleux. J'apprends à cuisiner avec cette vieille bête. Il y a des poutres en bois, puis au plafond, j'accroche des ficelles, je fais sécher des plantes que je cueille en forêt, du sapinage. Je prépare toutes sortes de bouquets de plantes pour me faire des tisanes. J'ai toutes sortes de guides d'identification, livres de recettes. Et c'est un de mes grands bonheurs de pouvoir aller cueillir mes remèdes, de me faire ma pharmacie naturelle. Autour de la cabane, il se passe des choses la nuit. Je suis probablement dans un corridor faunique. Je vois beaucoup de traces et dans le sable et dans la boue. Je sens que c'était peut-être pas un campement de bûcherons, c'était peut-être un camp de chasse. Je trouve même en forêt des cordes pour accrocher les animaux, pour les éviscérer. Je vois aussi des traces d'orignaux, de chevreuils, mais aussi de coyotes. Je sais pas trop si c'est, des traces de coyotes ou de loups ou de chiens mais je me mets à les entendre chanter la nuit. Je suis terrifiée. J'entends aussi parfois des espèces de ricanements. J'ai compris plus tard que c'était des renards. C'est ça qui est particulier, c'est qu'on n'a aucun repère sonore. Quand on grandit en ville, là, on arrive en forêt, puis on entend des cris, puis on s'imagine des monstres, on s'imagine des grosses bêtes. Finalement, c'était juste un petit raton laveur qui appelait ses petits, mais c'est des cris vraiment effrayants, comme si c'était des présences presque diaboliques, hein, qui encerclent les lieux. Puis, le soleil se couche de plus en plus tôt. Puis moi, j'ai pas de toilette à l'intérieur, donc je dois sortir, faire mon petit pipi du soir, puis je suis terrifiée parce que je suis convaincue qu'ils m'attendent pour me dévorer. Puis il fait noir vraiment comme chez le loup, hein, on voit de rien du tout, il y a que les étoiles, parfois il y a pas de lune, ou c'est nuageux, c'est la noirceur totale. Mais je vais faire mon pipi, de plus en plus loin, de faire une espèce de grand cercle autour de mon habitation en me disant: je marque mon territoire, j'affirme ma présence en tant que femelle dans cette forêt».
les animaux vont comprendre que on doit cohabiter. Mais il y a une partie de moi qui me dit: «Mais peut-être que c'est pas une bonne idée non plus, peut-être que j'attire les prédateurs, peut-être que je suis une femelle en chaleur». Alors j'ai tout un délire mental autour de ça, mais ça m'amuse de sentir mon cœur battre de plus en plus fort à mesure que je m'éloigne de la porte et pourtant il y a personne et pourtant il y a jamais rien qui se passe. J'entends le grand-duc. C'est, le plus grand hibou qu'on a dans la forêt boréale. Puis c'est un jeu que j'ai aussi d'imiter son chant, puis de me rapprocher de lui. «Ouh, ouh, ouh, ouh». Il répond: «Ouh, ouh, ouh, ouh». Puis parfois il s'envole, hein, mais c'est un vol, complètement silencieux. Puis là, je l'entends chanter un peu plus loin, alors j'essaie de m'en approcher. Une autre de mes grandes peurs dans cette forêt au début, c'est de me perdre. Parce que j'ai pas de voisins, la forêt est très dense, puis c'est, presque exclusivement des épinettes blanches, des cèdres, des pins, donc il y a très peu de repères visuels. Alors j'arpente tranquillement mon territoire, je déplace des roches, j'accroche des plumes ou des branches ou je fais des espèces de petites structures qui indiquent le sentier, et j'ouvre des sentiers vers la rivière, vers la clairière, vers, ma voiture, un raccourci, vers, la boîte aux lettres qui se trouve à 2 kilomètres. Comme ça, je me fais une espèce d'étoile autour de ma cabane où, puis là, je dessine cette carte. Je me sens chez moi, comme jamais auparavant. Je me sens de plus en plus en sécurité. J'ai de moins en moins peur du noir, des cris que j'entends. J'ai une paix qui s'installe parce que je dors beaucoup, beaucoup. Je me lève en même temps que le soleil, je me couche en même temps que le soleil. J'ai des heures et des heures libres dans la journée quand j'ai terminé mes tâches. Quand tout est prêt, j'ai 4, 5, parfois 10 heures par jour où je peux lire, écrire, dessiner. Je dessine des empreintes d'animaux que j'ai envie d'identifier plus tard dans la journée. Puis parfois, j'ai une espèce d'abandon. Je me mets à écrire mes pensées comme un peu, en suivant le stream of consciousness de ce mouvement-là littéraire, d'écrire comme ça mes pensées comme elles viennent, sans ponctuation, avec, toutes sortes d'images, oniriques, réelles, animales. C'est un moment très créatif, puis une source de joie aussi au fil des jours de voir mes carnets se remplir, de me dire: «Mais tout ce que j'ai vécu ici, je ne l'oublierai jamais». J'ai ce grand confident-là où j'ai pu écrire, ces rencontres avec les animaux, ces plantes que j'ai appris à identifier, tous les beaux moments malgré la difficulté du quotidien. J'ai ma bonne amie qui habite, à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. C'est à peu près, à 1 heure de route, de la cabane. Puis une fois par semaine ou aux 2 semaines, je vais chez elle me ressourcer dans tous les sens du terme. Je prends un bain chaud, je lave mon linge, je branche ma batterie parce que je me suis acheté une petite batterie, marine pour pouvoir, recharger mon téléphone ou une petite lampe de lecture. Alors ça me dure, 1 semaine d'électricité. Ça me fait un grand bien d'aller, me laver dans l'eau chaude après avoir passé des semaines avec, juste une débarbouillette, un petit linge, dans un chaudron. Ça fait du bien de parler avec un autre humain parce que je me rends compte aussi que on est des êtres sociaux. Je vois qu'au fil des journées, quand j'ai personne à qui parler, ben, je ressens un grand besoin de, bon, oui, me confier par écrit, mais je me mets même à lire les livres que j'ai à voix haute pour entendre le son de ma voix. Et j'ai l'impression d'avoir une santé mentale assez fragile. Alors de parler avec quelqu'un de ce que je vis, puis de ce que l'expérience dans la cabane fait remonter comme traumatisme d'adolescence ou de femme en société, elle partage aussi ce vécu-là. Donc, on est 2 filles de Montréal qui se sont, cachées dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai trouvé mon pouls en forêt. Je suis une personne très lente.
Je le vois quand je marche dans la rue, les gens me foncent dedans parce que je vais pas assez vite. Mais c'est pas grave. Je me dis peut-être que je ralentis un peu leur propre course. Mais alors quand on marche en forêt, il y a tellement de choses à observer. Puis si on veut voir des animaux, faut pas faire de bruit. Donc, il faut rentrer avec lenteur, avec bienveillance, avec calme. Puis je pense qu'au contact des arbres, de toute façon, notre cœur ralentit, notre respiration ralentit, un peu comme quand on essaie de méditer dans nos vies très agitées. On trouve cette espèce de calme, lenteur, sérénité que nous amène la méditation. Alors, ça peut paraître un peu fou ou une perte de temps, mais moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans. Je veux être en santé, je veux avoir le temps de lire tous les grands chefs-d'œuvre. J'ai plein de choses à écrire. Donc, je trouve que c'est très sain d'adopter cette lenteur-là qui est plus près de notre rythme cardiaque. Au mois d'octobre, on voit des grandes volées d'oies descendre, puis leur chant est comme un appel, hein. C'est un chant magnifique, puis on lève les yeux, puis on se dit, ben peut-être que c'est le temps de migrer nous aussi. C'est un signal au peuple nomade, hein, des Premières Nations, que l'hiver s'en vient, que la neige est tombée dans le nord, puis que c'est le temps de bouger. Puis pareillement, je me dis peut-être que ce serait le temps pour moi de rentrer en ville, mais je décide de pousser l'expérience jusqu'à temps que j'en peux plus. Il y a quelque chose comme un défi que j'ai envie de relever, pas seulement contre les éléments, mais un peu contre mon époque. Tout est facile, puis on est un pays de ressources naturelles infinies, pourtant on les gaspille. Mais d'habiter dans la cabane, ça m'apprend vraiment l'économie de toute chose. Parce que l'eau, je dois aller la puiser à la rivière, la transporter. Le bois, je dois le fendre. Donc, chaque geste compte parce que sinon je m'épuise puis j'arriverai pas à subvenir à tous mes besoins. Donc, ouais, ça change vraiment mon regard sur l'abondance. Les mois passent, les érables deviennent rouges, les feuilles tombent, puis l'hiver s'installe très rapidement. Je condamne une fenêtre avec une couverture en laine que j'agrafe. Je rentre du bois jusqu'au plafond. Je me fais des petits paquets de branches très sèches nouées ensemble pour pouvoir partir le feu. Je fais des piles aussi de tout ce que j'ai écrit que je veux pas que les gens lisent. Des piles de combustible de toutes sortes. Je me promène en forêt, j'essaie de trouver des bouleaux à papier, je ramasse toutes les écorces au sol. Je fais des provisions de nourriture, de livres, d'équipements aussi. Je m'achète un manteau pour -50. L'hiver, je me réveille vers 4 heures le matin parce que c'est le moment où le train passe à une quinzaine de kilomètres, mais j'entends la locomotive. Première chose que je fais, c'est déneiger tout le tour de la porte. Ensuite, le chemin vers le bois cordé le long de la grange. Ensuite, le chemin vers la rivière. Puis, avec ma hache, je casse la glace qui s'est reformée sur le trou où est-ce que je vais puiser mon eau. Ensuite, je vais chercher les chaudières à l'intérieur, puis je remplis les chaudières d'eau de rivière. Je les pose autour du poêle à bois. Chaudière, c'est un seau en métal qu'on utilise pour faire bouillir l'eau d'érable. Souvent, on les voit suspendus aux érables. C'est une forme très conique. Je ressors, je vais chercher du bois de chauffage, je le fends sur la galerie, je le corde à l'intérieur. Je réalimente le feu, je pars mon café. Donc, j'ai vraiment un rythme de travail très soutenu, de pelletage, fendage de bois et très vite, le soleil se couche. Souvent, je suis surprise parce que j'entends à nouveau le train, puis là, je sais qu'il est à peu près 3 heures l'après-midi, puis qu'il me reste peu de temps de clarté. Et là, je rentre encore plus de bois à l'intérieur en me disant: «C'est mieux de prendre l'avance sur demain parce que s'il y a une tempête de neige, je pourrais peut-être pas sortir, peut-être je voudrais pas sortir et alors c'est mieux d'avoir plus de bois que moins». C'est un combat contre ma propre paresse. Quand mes tâches sont terminées, je rentre, je place derrière la porte, des couvertures roulées parce que la neige rentre avec le vent, donc j'ai tout un système pour essayer d'étanchéiser la porte.
Puis je m'installe à ma table, puis je regarde le coucher de soleil. Puis c'est souvent à cette heure-là, à l'heure bleue, où on dit aussi entre chien et loup, où les animaux se laissent voir. Donc souvent, je vois des biches, beaucoup de cervidés se rendre à la rivière puis boire. Puis ça me fait rire parce qu'ils empruntent mon sentier. Je me dis: «Mais je leur rends service, ça». Je mange surtout de la soupe. J'ai un chaudron, pour ne pas dire une marmite, qui est au-dessus du feu toute la journée, dans laquelle il y a toujours, de l'eau, puis, j'y jette des racines, des légumes, des épices, un peu de riz, je mange des noix, des fruits séchés, j'ai ma soupe. Puis, j'ai un petit lit de camp que je tasse le long du mur dans le jour, puis que le soir, je colle tout près du poêle à bois pour pouvoir, alimenter le feu sans avoir à sortir de mes couvertures. Je vois très peu d'humains, mais je commence à en côtoyer quelques-uns. Il y a un vieux voisin qui passe avec sa motoneige, puis qui décide de taper mon sentier pour m'aider. Parce que bon, j'ai mon traîneau que j'utilise pour aller chercher des vivres au village, mais je dois faire à peu près 1,5 kilomètre dans la neige entre la cabane et ma voiture. Puis, quand on a des tempêtes les unes après les autres, il faut s'imaginer qu'on a de la neige jusqu'aux épaules. Alors le sentier, il faut le taper avec des raquettes, il faut l'entretenir à chaque jour sur 1,5 kilomètre. C'est très laborieux pour moi. Et ce voisin-là qui remarque ma voiture au bord du rang, ben, il décide de venir m'aider. C'est mon premier ami. Je rencontre aussi, des gens à la quincaillerie du village parce que j'ai brisé ma hache 3 fois parce que je suis vraiment nulle pour fendre mon bois. Je cogne la hache dans tous les sens, puis je brise le manche quasiment à chaque 2 semaines. Alors je deviens un peu la risée de la quincaillerie, mais ils m'aiment bien, puis ils m'expliquent toutes sortes de choses, un peu comme des pères, ils me prennent sous leur aile. J'ai une radio, je peux écouter les bulletins de nouvelles, surtout les bulletins météo qui m'intéressent. Souvent, j'éteins après. Puis, on annonce une vague de froid dans les -35, -40, voire -45 avec le vent. Puis les autorités disent: «Si vous pouvez, rester à l'intérieur parce que les secours vont prendre beaucoup de temps à venir vous aider». J'entends aussi que dans le village voisin, à Saint-Pascal, les tuyaux explosent sous les trottoirs parce que le gel descend à plus de 7 pieds. Donc, il y a des inondations. Les inondations gèlent dans les rues. Alors les gens sont vraiment immobilisés. Je me dis, «Ça y est, j'y arriverai pas. Je pourrai pas survivre à -45. J'ai déjà de la difficulté à affronter des -25, -30. Je suis épuisée. Je vais rentrer. Je vais retourner à Montréal». La vague de froid commence, 1 semaine de janvier. Rapidement, je sais que le froid, je le sens déjà arriver, là, les sons changent, j'entends plus les souris, il y a plus d'oiseaux dehors, tout le monde est caché. Je mets toutes mes choses dans mon traîneau, je pars, je marche jusqu'à ma voiture, j'entre mes affaires sur la banquette, je m'installe, mets la clé dans le baril, il y a rien qui se passe, la batterie est gelée. Alors je remets toutes mes choses dans mon traîneau, puis je repars vers la cabane. C'est là que le mot «encabané» me vient en tête. Parce que chez nous, ça a un sens positif. Souvent, quand on donne naissance à un enfant, tout le monde est encabané, donc on reste à l'intérieur ensemble, on fait un cocon. Mais ça peut aussi vouloir dire être prisonnier. Je regarde par la fenêtre, puis là, soudain, tous les glaçons qui pendent sont comme des barreaux. Il fait tellement froid que je peux plus aller jouer dehors. Je peux plus aller cueillir des pousses de sapin, je peux plus aller, m'amuser à suivre la piste des renards, puis j'ai presque plus d'énergie. J'ai les orteils gelés en permanence, même si j'ai 2, 3 paires de bas de laine. J'ai le bout des doigts tout le jour engourdi. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas osé me laver, tellement j'ai froid. Donc oui, je me sens prisonnière, je me sens, en perte de contrôle aussi. Le cratère de glace que j'avais entretenu à la hache est complètement gelé.
J'avais installé un cadre en bois avec un flotteur au bout d'un fil pour qu'il y ait toujours un mouvement sur l'eau. J'avais lu ça dans un guide de survie, ça évite que la glace se forme. Mais là, avec la vague de froid, l'eau est plus accessible du tout. Alors, je me mets à faire fondre la neige pour avoir de l'eau. Puis pour avoir une chaudière d'eau, ça prend 7 ou 8 chaudières de neige. Donc, c'est un procédé laborieux de neige bien, bien tassée. Je prends même les glaçons, je casse les glaçons du toit, je les casse en morceaux. Je mets tout ça autour du poêle, mais ça amène énormément d'humidité et de froid dans la cabane. Mon bois est humide. J'ai de moins en moins de bûches de bois dur. J'ai surtout de l'épinette. Ça fait des grandes flammes, mais pas vraiment de chaleur. Je vois à quel point mes techniques sont pas à point. Je me mets à dormir le jour. J'attends qu'il fasse un peu plus chaud, donc moins 15, moins 20, pour m'assoupir, parce que là, je peux dormir 3-4 heures. La nuit, c'est impossible. La nuit, il faut vraiment veiller. Mon lit est une montagne. J'ai un petit matelas de camping. J'ai des couvertures que je déroule par-dessus. Je me sens comme une chenille dans son cocon. Et j'ai ma tuque, un bonnet d'hiver. J'ai même une couverture que je porte comme une capuche autour de ma tête. Et je suis collée en fœtus presque autour du poêle à bois et de sa porte, de sa gueule. Et j'ai une dizaine de bûches à portée de main pour chaque heure. Comme ça, dès que je sens que le feu commence à s'éteindre, je peux entrouvrir la porte sans sortir de mes couvertures et jeter une bonne bûche sur les braises. J'ai peur de mourir gelée. J'ai des images du livre Vers l'inconnu de Jon Krakauer, qui a été adapté en film Into the Wild, où est-ce que l'homme il s'empoisonne puis meurt seul dans son autobus. On retrouve son corps longtemps plus tard, tout recroquevillé dans son sac de couchage. Pareil, j'imagine mes parents me retrouver gelée dans mon sac de couchage dans ma cabane. Puis je m'en veux de leur faire ça. Puis je suis tellement fatiguée que je suis convaincue que c'est vraiment ça qui va arriver. J'essaie de combattre le sommeil le plus possible, mais la fatigue est trop grande. Puis j'ai plus toutes ces distractions-là animales, le chant des oiseaux, le gratouillement des souris pour me garder éveillée. J'ai que l'écriture. C'est comme un combat contre la montre et contre ma propre fatigue. Et j'écoute la radio et je vois la charge de ma batterie baisser dangereusement parce que la batterie, elle est par terre, elle est exposée au froid. Et je me dis, mais il avait annoncé une vague de froid de 3 jours, 4 jours. Là, on est au jour 5, 6, 7. Je me dis, le climat change. Peut-être que c'est un hiver éternel qui vient de s'installer. Peut-être que c'est une glaciation. Et si c'était un hiver, le pire hiver qu'on avait connu? Moi, comment je vais faire pour sortir d'ici? Ma voiture démarre pas, j'ai plus de piles, j'ai pas de réseau cellulaire, personne ne sait que je suis là. Donc, il y avait un véritable constat de toute la naïveté de mon projet que de m'installer là, si mal préparé. Un matin, je décide d'écrire mon testament, mais aussi une lettre à mes parents pour m'excuser, puis que je trouve que c'est vraiment cruel qu'ils aient à retrouver mon corps gelé dans une cabane. Pour moi, c'est un soulagement parce que je me dis, bon, ben, n'importe quoi peut arriver maintenant. Au moins, j'ai laissé quelque chose. Puis, c'est un bel héritage que cette cabane et cette forêt. Je la lègue à ma sœur, qui aime pas du tout aller en forêt, en disant c'est un cadeau empoisonné. Mais ça me fait vraiment du bien, en fait, de m'excuser. Même si, au fond, c'est un mensonge, c'est juste pour leur faire du bien. Je suis pas désolée d'être là. C'est un acte de courage, je pense, puis qui est pas mal plus cohérent avec la personne que je suis, d'être têtue, courageuse, créative. La vague de froid dure 10 jours. Je veille et j'écris et je tiens. Le matin, quand le soleil se lève, on entend les mésanges à tête noire. J'aime mieux le mot en anglais chickadees parce qu'on entend leur chant chickadee-dee-dee, chickadee-dee-dee.
C'est un zézaiement vraiment joyeux, puis c'est un des seuls oiseaux qui reste tout l'hiver au Québec. Donc, j'installe des mangeoires avec des graines de tournesol, tout autour de la cabane pour pouvoir les observer, les dessiner. Des présences vraiment joviales. Chaque matin, quand je vois des animaux, je nous félicite un peu à voix haute, de dire, «Tu es encore en vie, moi aussi, c'est merveilleux». Une journée de moins vers le printemps. Le soleil se lève, puis il est plus puissant de jour en jour. Les tasses commencent à se remplir le long des vitres, le toit coule de l'intérieur, mes barreaux, les glaçons de l'autre côté des fenêtres fondent eux aussi, tombent. Puis moi, j'ai une euphorie, un sentiment de grande victoire sur moi-même, sur l'hiver, sur le destin. Puis je décide que je vais partir des semis. J'ai toutes sortes de projets en tête. C'est vraiment une renaissance, une grande, grande joie. Le premier hiver, en fait, me fait beaucoup penser à un accouchement parce que on oublie après la douleur. Sinon, on n'aurait pas d'autres enfants. J'ai oublié à quel point c'était long, c'était pénible. Puis rendu à l'automne suivant, pour moi, c'est une évidence que je vais rester encore un hiver et un autre hiver. La question, c'est simplement de comment je vais rendre l'endroit plus confortable, plus fonctionnel. Je change le poêle à bois Bélanger, la grosse cuisinière, pour un petit poêle à combustion lente qui est plus efficace. Je fais remplacer la cheminée. Je m'achète des meilleures bottes. Je m'équipe d'un panneau solaire et d'un amplificateur d'ondes. Alors là, je peux téléphoner à l'occasion. J'ai la radio en continu si j'en ai besoin. Donc, le deuxième hiver est beaucoup plus confortable que le premier. J'adopte une chienne aussi. J'ai une petite husky qui dort à mes pieds. Donc, la solitude est moins grande. J'ai vraiment l'impression de vivre en harmonie avec mon habitat. C'est plus un combat, c'est vraiment un rythme qui s'est installé. Quand je vais à Montréal, j'ai de la difficulté à dormir dans mon lit qui est trop moelleux. Dans ma chambre d'adolescence, je dors par terre, à côté. Ma chienne, elle, dort dans le lit, par contre. Je prends de très courtes douches parce que je suis scandalisée par l'eau qu'on gaspille. J'ai les yeux qui piquent à cause de la pollution. J'ai le souffle vraiment moins ample. Je vois que je suis nerveuse. J'ai de la difficulté à dormir. Très sensible au bruit. C'est vraiment un défi. Il y a aussi un deuil à faire, c'est que je perds tous mes amis parce que j'arrive plus à parler de choses à la mode ou en surface. Ce que je vis, c'est tellement intense, puis vrai, j'ai l'impression que je peux pas parler de la cérémonie des Oscars, puis j'ai aucune idée de ce qui se passe, en fait. J'ai plus de télévision depuis des années, je ne suis plus les nouvelles, donc je suis vraiment plus en phase avec le monde. Mes amis, ça devient les auteurs décédés de France ou du Québec, mais moi, je me retrouve mieux dans les livres qu'avec des humains. J'habite 3 ans dans la cabane, puis je tombe enceinte d'un beau barbu qui me dit: «C'est pas vrai qu'on va élever un enfant dans des conditions pareilles». Alors on décide de construire une maison tout en bois, à énergie solaire, juste à côté. Quand ma fille a 4 ans, je réalise que je lui impose, moi, d'être isolée, coupée du monde. Il y a très peu d'enfants dans les environs. Il y a pas d'école proche. Et je regrette un peu, je me dis: «C'est merveilleux pour un enfant de grandir dans la forêt, mais il faut qu'elle socialise, il faut qu'elle se fasse des amis». Alors je décide de chercher une école alternative, forestière, où est-ce que les enfants jouent beaucoup dehors. J'ai décidé de déménager dans les montagnes Laurentides, puis on a inscrit notre fille dans une belle école où est-ce qu'elle a un contact très fort avec la nature quand même. Alors maintenant, je vis un compromis. J'habite dans un marécage, je suis à 20 minutes de voiture de l'école de ma fille
Et ça me permet d'avoir un pied dedans, un pied dehors. J'ai ma vie tranquille en nature, puis j'ai aussi, la possibilité d'aller la reconduire chez des copines, puis qu'elle, puisse, socialiser et faire ce choix-là, elle, plus tard. Si elle veut vivre en forêt comme moi, mais ça sera sa décision, ça sera pas imposé. J'ai beaucoup de livres d'auteurs américains, dont Henry David Thoreau, et je me rends compte que, bon, ces témoignages-là sont tous masculins. J'ai très peu de récits d'ermites ou de voyageuses féminines. Je me suis, on va dire, créé un métier de naturaliste littéraire. Et je me dis, c'est peut-être ça aussi qui fait que mon texte est singulier, c'est que c'est l'expérience féminine sans prétention, tu sais, d'une femme urbaine qui a tout à apprendre de la nature, puis qui y arrive. J'avais aussi envie de dire ça aux femmes de mon époque, que c'est à notre portée. Si on a envie d'être présidente ou première ministre, on peut aussi le faire, mais si on a envie de reculer dans le temps, entre guillemets, si on a envie d'être une femme au foyer ou une femme encabanée, on a le droit, puis on est capable. Il faut juste avoir une hache de bonne qualité, puis avoir des bons guides d'identification, puis beaucoup de patience et d'indulgence. Mais au fil des ans, depuis la publication d'Encabané, ben, je reçois à tous les matins mon courrier des lecteurs. Je commence ma journée comme ça. À tous les jours, je reçois un message d'un lecteur, souvent d'une lectrice, qui me raconte comment la lecture de mon livre l'a incité, comme une étincelle, à changer sa vie, à faire quelque chose de différent. Puis ça, pour moi, c'est extraordinaire. C'est le vrai salaire de l'écrivain, de sentir que la littérature est un moteur de changement très puissant. Mon rêve, c'est vraiment de retourner dans une cabane, peut-être un peu plus confortable, parce que je vais être vieille. J'aurai plus l'énergie de faire tout ce que je faisais à 20 ans. Non, je me vois, moi, vraiment être une ermite en vigie dans une forêt protégée immense que j'aurais réussi à acquérir et puis d'ouvrir l'accès à la population, faire des sentiers. Mais je me sers de mes droits d'auteur pour faire ça. J'ai pas envie d'être riche. J'ai envie de montrer l'exemple, pas juste dire qu'il faut changer, essayer de convaincre. Non, il faut vraiment porter nous-mêmes toutes ces valeurs-là, avec la vie la plus cohérente possible. Alors moi, je me vois très bien avec les cheveux blancs, jardiner mes plantes médicinales autour de ma cabane comme une vieille sorcière. Être la sorcière du village, celle qui est un peu folle, mais qui est très heureuse surtout, qui est enracinée. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 345, un témoignage recueilli par Jeanne-Marie Desnos. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son et montage, Johanna Lalonde. Musique, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.